Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nita Wiggins et mon invité pour discuter sa carrière comme écrivain est Monsieur Alain Briotet. Il est ancien ambassadeur en France. Il a servi en Europe, en Amérique et en Asie. Il est auteur d'un roman qui s'appelle Boston, un hiver si court. Bienvenue. Oui, bonjour, Madame Wiggins. Bonjour. Ah oui, Je suis ravi de vous connaître. J'ai des questions, monsieur. Quels livres sont actuellement sur votre table de chevet? Alors, je vais vous répondre en vous disant qu'il y en a deux, vous voyez, mais parce que je viens d'en terminer un et je commence un autre. Mais je voudrais vous donner les deux livres, celui que je viens de terminer et celui que je viens de commencer. Vous voyez, parce qu'ils sont tous les deux à côté de moi sur ma table. Et le premier est une traduction de l'anglais en français qui s'appelle Fabuleuse créature par Tracy Chevalier. Vous connaissez sans doute cet écrivain américain, une dame qui vit en Angleterre maintenant et qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle Fabuleuse créature et qui est un livre absolument magnifique sur deux femmes et sur l'une d'elles qui est un scientifique, une scientifique, et qui découvre des dinosaures sur une plage du sud de l'Angleterre. J'ai beaucoup aimé ce livre que je viens de terminer. Alors j'en commence un autre depuis 3 jours seulement, depuis le week-end dernier, qui est une biographie de Winston Churchill, qui est vraiment passionnante, qui est écrite par comme un écrivain, un historien plutôt, excusez-moi, un historien français très connu, qui s'appelle François Bédarida, et j'ai lu déjà 100 pages sur les 500, et notamment sur la jeunesse de Winston Churchill et le début de sa carrière. Voilà les deux livres qui sont sur ma table à côté de moi. Ah, d'accord. Vous avez vient de terminer les deux livres, mais la question qui suit pour moi, c'est quel est le dernier très bon livre que vous avez lu? Ah oui, je vois votre question. Le dernier très bon livre, je dirais, écoutez, je pense que Fabuleuse créature de Tracy Chevalier est un livre qui m'a beaucoup intéressé parce que j'aime particulièrement le mélange, vous voyez, des faits réels. Il y a des faits réels, des faits scientifiques réels, et une fiction qui se fixe sur des faits réels, historiques, vous voyez. Et j'ai trouvé qu'elle avait, Tracy Chevalier, un style extrêmement, c'est une traduction, la traduction est parfaite, un style extrêmement vivant, dynamique, riche aussi, et puis beaucoup de, comment on appelle ça, de rebondissements en français. J'ai trouvé que c'était un très très bon livre et une très bonne traduction. OK. Quel est votre livre préféré et pour quelle raison vous est-il tellement attirant? Alors, je vais vous répondre. C'est une question difficile parce que j'ai remarqué deux choses. À un certain âge, à une certaine époque de votre vie, et puis aimer plus tard, vous vous dites, ah, j'ai aimé ce livre, mais maintenant, je trouve que celui-là est meilleur, vous voyez. Donc, ça varie en fonction de l'âge. Ça, c'est la première question. Vous n'êtes pas le même à 20 ans que le même à 50 ans pour apprécier un livre. Et la deuxième chose, la deuxième remarque, mais je vais vous répondre, c'est que, en fait, j'aime beaucoup plus une œuvre qu'un auteur. Vous voyez, une œuvre qu'un auteur. L'auteur m'intéresse, je vais lire sa biographie, je vais lire des études sur lui, mais je peux aimer une œuvre qu'il a écrite et pas les autres.
Alors ça, je tiens à vous le dire en introduction de votre question. Je crois que le goût, le penchant et vers un livre dépend beaucoup de son âge et la période de son existence, et puis beaucoup aussi de l'œuvre, beaucoup plus parfois que l'auteur. Mais par exemple, dans ma jeunesse, je dirais dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé Paul Claudel, et notamment sa pièce de théâtre Partage de midi. Et j'ai beaucoup aimé aussi, quand j'étais plus jeune, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Donc je mettrai Paul Claudel et Chateaubriand dans les périodes de 20 à 30 ans. Et plus tard, ces dernières années, j'ai découvert une œuvre qui m'a beaucoup marqué parce que j'aime beaucoup les nouvelles, les short stories, comme vous dites en anglais, et j'ai beaucoup aimé, mais c'est une traduction, Raymond Carver, le grand écrivain américain du Montana, et qui est mort il y a quelques années seulement, qui est vraiment un auteur de nouvelles très prodigieux, qui a le sens de la nouvelle, et notamment les études qui ont été faites sur lui, on disait qu'il avait le sens, et notamment ce qu'on appelle la chute de la nouvelle, la fin de la nouvelle, avec un côté un peu dramatique et un rythme dramatique tout à fait exceptionnel. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre dans les années récentes, comme j'ai beaucoup aimé aussi dans les années récentes de Fitzgerald, Tendre et la nuit. J'ai trouvé que c'était aussi un très grand livre. J'aime beaucoup Fitzgerald, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, je réponds comme ça. Un livre ou deux livres, et ça dépend de la période de ma vie, mais aussi j'ai vu qu'on pouvait retourner en arrière, et de temps en temps j'aime bien reprendre par les Partages du midi et Chateaubriand. J'ajoute aussi que j'aime bien reprendre régulièrement, parce que c'est lié à ma découverte de Carver, James Joyce, Les gens de Dublin, qui sont également des nouvelles, parce que j'ai écrit mon livre sur Boston, Un hiver si court, qui vient d'être traduit sous le titre My Blissful Boston, My Blissful Winter. C'est traduit par Madame Paulette Boudreau aux éditions Prat, My Blissful Winter, Boston, My Blissful Winter. J'aime particulièrement les nouvelles. Voilà comment je peux vous répondre, Madame Wiggins, à votre question. Mais je peux préciser si vous le souhaitez. Ah, c'est une réponse très, très complète. Et avec ça, des questions arrivent parce que vous avez discuté le thème et des périodes pendant votre vie, mais qu'est-ce que vous touche le plus dans une œuvre littéraire? Ah, dans une œuvre littéraire, je dirais peut-être d'abord c'est le style, vous voyez, l'écriture. Ça, c'est ce qui me touche le plus. Par exemple, dans Raymond Carver, dans son livre qui s'appelle Les pilules du bonheur, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, la traduction française c'est Les pilules du bonheur, c'est un style extrêmement simple, très dépouillé, que je retrouve également dans Les gens de Dublin de James Joyce. C'est un style très simple, et puis aussi l'écriture bien sûr, et aussi le thème. J'ai remarqué que je m'oriente souvent vers des thèmes à propos de la solitude humaine. Voilà, mais je pourrais également ajouter dans mes lectures récentes, j'ai retrouvé ce thème parce que je viens de relire également il y a cet hiver Saint-Exupéry, et je constate que c'est souvent ce thème qui revient
a plu, mais c'est peut-être le thème que j'ai retrouvé dans ces grands livres que je viens de vous citer. Ok, ok. Si quelqu'un avait l'occasion de parcourir les livres dans votre bibliothèque, quel Oui. titre serait-il le plus surpris de trouver? Ah, c'est une question qui est par rapport à ma personnalité. Ah oui? Oui, j'ai beaucoup de livres. J'ai hérité de la bibliothèque de mon père, donc il y a beaucoup plus de livres sur les grands auteurs antiques comme Homère, par exemple, ou l'Odyssée, des choses comme cela, et puis des livres d'histoire. Parce que mon père aimait beaucoup les livres des antiques et les livres d'histoire. Donc il y a beaucoup de livres d'histoire. Et dans ma bibliothèque, je crois, c'est un peu hétérogène, il n'y a pas une ligne directrice, mais j'ai remarqué récemment, votre question m'amuse un peu parce que récemment, un ami m'a rendu visite et il voyait ma bibliothèque. Il était très étonné que j'ai des livres de Jacques Kerouac et des études sur Jacques Kerouac. Alors, me dit, je suis un peu étonné que je vous voyais pas tellement vous intéresser aux beatniks. Ok. Et voilà, alors je lui ai répondu, bien entendu. Quel genre d'enfant étiez-vous et quel était votre caractère et votre tempérament comme enfant? Alors, la question est très importante parce que j'ai publié il y a quelques années un livre sur une partie de mon enfance et qui est le sujet de l'enfant et la guerre de 39-40. Alors ça, c'est très important, votre question, parce que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Cinédier, qui sera peut-être traduit un jour, qui est sur mon enfance pendant la guerre de 39-45. Et j'ai été marqué par cette période parce que d'une part, mon père était officier et prisonnier en Allemagne, donc je ne le connaissais pas. Et ma mère, qui par prudence et intelligence avait quitté Paris pour le centre de la France, qui était en zone libre pendant 2 ans, et nous pouvions avoir des produits alimentaires qu'on ne trouvait pas à Paris. Donc j'ai passé mon enfance dans le Limousin, plus exactement dans le département de la Creuse, et un peu là encore dans la campagne, il y avait, les maisons étaient très éloignées, dans un petit village, et je crois que ma sœur et moi, nous étions à peu près du même âge. Il y avait assez peu d'enfants, nous étions donc assez isolés. Et mon père n'est rentré qu'en mai 45, et une fois la guerre terminée, et une fois la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 45, intervenue. Donc j'étais plutôt un enfant, je dirais, un enfant marqué par la guerre, fuyant la guerre, un enfant un peu sauvage et un peu timide et réservé. Oui, c'est le monde est marqué par cette période. Oui, exactement. Et surtout la France, puisque nous étions dans une période occupée par les Allemands, et puis ensuite il y a eu les combats de la résistance, surtout dans la région où nous étions, dans le centre de la France, et puis la libération par les Alliés à partir du débarquement de juin 44, mais la guerre ne s'est terminée qu'au mois de mai 45. Ah oui, très bonne explication, merci de ça. C'est très important, je l'ai écrit dans ce livre qui s'appelle Cinédier, qui raconte mon enfance, et puis qui raconte également à travers l'histoire, la correspondance, la situation de mon père qui était prisonnier dans un naufrage en Poméranie orientale, c'est-à-dire tout à fait à l'est de l'Allemagne, près de la frontière russe.
Ah oui, c'est les expériences pendant une enfance, c'est créer la vie, c'est créer notre passion, notre but après Oui, ça, oui. Et c'est vous, comme vous, vous êtes exemplaire de ça. je pense, oui. Comme beaucoup d'enfants, mais Oui. je pense, oui, oui, tout à Alors, fait. est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que vous aimeriez que les gens sachent sur vous? Je ne sais pas comment vous répondre. Je ne sais pas comment vous répondre. Et c'est une question qui concerne mon caractère, Oui. ma vie professionnelle, ma carrière. Comme vous savez, j'ai fait une carrière diplomatique. Ça concerne quelle partie, vous voyez, vous me comprenez? Oui. Oui, mais c'est difficile peut-être de scruter les choses sur nous-mêmes, hein, des choses personnelles, les choses antérieures, mais normalement, des écrivains comme vous aussi, les écrivains mettent ces idées sur la page. Oui, Mais il y a des choses étonnantes peut-être. Non? oui. Ça n'arrive pas des choses. Au point de vue de ma carrière, effectivement, euh, j'ai j'ai fait des rencontres tout à fait étonnantes, c'est exact. Aussi bien, j'ai rencontré Fidel Castro à Cuba, par exemple. C'est une scène très, très étonnante, effectivement. Et ça, je peux en parler. Comme j'ai présenté mes lettres de créance à, à la junte birmane en 90 et comme aussi à Boston. Et je peux insister là-dessus parce que j'ai rencontré durant les 5 années que j'ai passées à Boston des personnalités tout à fait extraordinaires. Ça c'est exact, comme par exemple Michael Dukakis, qui était le gouverneur, ou John Terry, qui était le sénateur, ou comme je cherche le nom de la grande américaine qui a vulgarisé la cuisine française aux États-Unis, son nom ne me revient pas, mais j'ai rencontré effectivement, quand j'étais à Boston, des personnalités tout à fait extraordinaires, exceptionnelles même. Le vie comme diplomate, ça porte des opportunités de changer le monde. On passe le grand personnage, mais pour vous, pour les diplomates, il y a des possibilités de changer le monde. Oui, mais peut-être c'est plus difficile dans l'action parce que les diplomates sont plus dans l'observation, vous savez, des situations et ils peuvent faire des propositions à leur gouvernement, c'est tout à fait exact. Ce que vous dites est tout à fait exact. Et je me souviens, lorsque j'étais en poste à Helsinki, j'ai effectivement beaucoup appuyé comment dirais-je, l'adhésion, l'action de la Finlande dans l'Union européenne, vous voyez. Ça, c'est exact. Lorsque j'étais en poste à Rangoon, j'ai quand même également montré comment la jeune birmane préparait en fait de céder le pouvoir dans un certain nombre d'années à Madame Aung San Suu Kyi, qui était la leader de l'opposition et qui était extrêmement populaire. Et je sentais bien que l'armée allait, à un moment donné, lui céder le pouvoir, parce qu'elle avait l'adhésion populaire. OK. On arrive à la fin de cette conversation, mais j'ai une autre question pour terminer. Oui. Qu'est-ce que vous amenez de votre décision de vous lancer à l'écriture? Alors, j'ai toujours aimé écrire dans mon métier. Le métier diplomatique repose beaucoup, surtout au Quai d'Orsay, français,
sur les notes, les rapports, les notes de synthèse. Ça, c'est un fait. Donc, vous êtes préparé à l'écriture, mais je voulais écrire, j'ai fait plusieurs choses au brouillon, vous voyez, des drafts, mais pour des raisons peut-être de conscience professionnelle, je ne voulais pas publier pendant que j'étais encore fonctionnaire, vous voyez. Oui. Je me disais, je me dois à mon métier et je ne dois pas laisser prendre par l'écriture de littérature. Donc j'ai attendu l'âge de la retraite pour beaucoup plus travailler ce que j'avais comme brouillon, et notamment les livres sur Boston que vous avez entre les mains, Boston and New York, traduit par Madame Boudreau, Paulette Boudreau, sous le titre Boston, My Blissful Winter. J'avais pris des notes sur mon séjour à Boston, parce que j'avais passé 5 ans et parce que j'avais trouvé tout à fait, ça m'avait paru tout à fait rare, fait des rencontres avec des gens que je souhaitais en quelque sorte immortaliser, même si je change les noms, même si je change les situations. Donc j'ai donné à des éditeurs, en vue d'une publication, le texte final. Oui. J'ai donc attendu cette période pour ne pas mélanger, je trouve, les deux carrières, et j'avais my duty vis-à-vis de l'État français, vis-à-vis du gouvernement français, et je ne voulais pas faire, vous voyez, d'interférence. Et quelle émotion avez-vous de compléter ce projet et pour sortir cet livre avec Lucinda Clark et la compagnie PRR Publishing? De quelle émotion avez-vous? C'est une question difficile. J'ai une émotion parce que je ne sais pas comment la traduire par un mot. Je dirais que je suis très heureux. Madame Boudreau l'ait traduite, parce que c'est un très gros travail, la traduction. Et elle a fait un très très gros travail. Et pour rester fidèle au texte, elle m'a souvent écrit pour me demander comment je voyais tel et tel passage traduit en anglais. Et donc j'ai été très satisfait, très heureux de voir le travail, et aussi deuxièmement de voir qu'un traducteur comme Pra, comme Madame Lucinda Park, se soit intéressé et posé beaucoup de questions intéressantes sur le contenu du livre. Donc je dirais peut-être le bonheur d'être publié, d'une part, et d'autre part peut-être, je ne sais pas comment traduire ce sentiment. C'est difficile à traduire. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est d'être heureux encore de voir ce livre être dans des bibliothèques américaines, par exemple, ou être lu par des générations futures. Il y a une certaine idée d'immortalité, si j'ose dire, d'être publié par les éditions de Lucinda Park, parce que je pense que ça sera dans plusieurs mains des étudiants, des professeurs, des gens, vous voyez. Et peut-être le sentiment, c'est de ne pas être oublié. Voilà, j'ai trouvé. De ne pas être oublié. Oui, merci beaucoup, Monsieur Alan Briotet, de passer des moments, une conversation avec moi. L'œuvre que vous avez récemment sorti s'appelle Boston, un hiver si court. Ça, c'est en français, et la version américaine s'appellera Boston, My Blissful Winter. On a changé un peu le titre, vous voyez. Okay, thank you very much et merci beaucoup.